Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Banque de la République d'Haïti, BRH, annonce sur son compte Twitter qu'elle fait face à des difficultés techniques l'empêchant de fournir temporairement les services liés au SPI et au PRONAP. Cependant, les services de paiement des chèques se poursuivent comme à l'accoutumée, affirme la Banque centrale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition HCT à engager un processus de dialogue sérieux afin de sortir le pays de la crise. Plus de 13 000 Haïtiens ont été refoulés dans le pays par la République dominicaine au cours du mois de mai écoulé. Ces chiffres ont été communiqués par le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GAR. Cinq jours après l'arrêt du système de paiement interbancaire, les autorités monétaires haïtiennes n'avaient toujours pas fourni de détails sur les causes de la panne technique. Des spéculations et intox sont diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant de grandes inquiétudes chez les opérateurs économiques. La Banque de la République d'Haïti annonce sur son compte Twitter qu'elle fait face à des difficultés l'empêchant de fournir temporairement les services liés au SPI et au PRONAP. Cependant, les services de paiement de chèques se poursuivent comme à l'accoutumée, informe la Banque centrale. D'autre part, le système de compensation est fonctionnel, mais avec un allongement du délai. Il faut 5 jours en région métropolitaine, 10 jours en région pour compléter une transaction de compensation. Les transferts de fonds vers l'étranger sont toujours fonctionnels. Rappelons que le système SWIFT avait été mis en place par les Américains. Des spécialistes sont dans l'attente d'une explication des autorités monétaires et financières. L'administration américaine, par le truchement du secrétaire d'État Anthony Blinken, appelle le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition à engager un processus de dialogue sérieux afin de sortir le pays du bourbier. Par ailleurs, Anthony Blinken estime que le déploiement d'une force multinationale ne doit pas être un substitut au dialogue politique. Nous continuons à croire qu'un processus politique mené par Haïti et appartenant à Haïti est le meilleur moyen de forger une résolution qui soit acceptée par le peuple et qui puisse durer, rappelle M. Blinken. Le professeur Paul Latortue estime que la cause profonde de la crise haïtienne est économique et liée à la faim. Il déplore que l'État n'ait aucun plan économique pour le pays, même s'il reconnaît que le problème sécuritaire doit être résolu avant toute chose. Moi-même, toujours mettre en tête point que crise fondamentale là, sont crise économique. Parce que mon yo pas manger, moitié population hein, est soumis à des questions de grand goût. C'est là le plus gros bagage là. Et pas un plan économique que mon a suivre dans le pays. L'État n'a pas fonctionné. Et certainement, pour faire travail ça, il faut résoudre le problème sécuritaire d'abord. On n'a pas de doute sur ça. Mais on ne peut pas arrêter seulement pour la sécurité seulement. Il faut travailler sur toute bagaille à la fois. Parce que si la situation économique n'est pas améliorée, cette situation sécuritaire là, les papes jamais qu'à changer de façon solide. Donc, au cas où on un travail pour faire avec la police, ceci est vrai, mais faut situation population changer. Faut gagner plus l'école, faut gagner plus travail, faut gagner plus l'hôpital, faut gagner plus dispensaire, faut payer à produire plus, faut gagner plus manger qui produit. Sous pas qu'à marcher à la fois sur toute bagaille ça ou pas capable de faire travail transformation. Mais le travail est possible, mais encore faut-il que nous mettons d'accord sur les objectifs, nous mettons d'accord que bagaille ça pas qu'à faire de jour à l'autre,
Mais le moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Pas de contradiction dans ça. Leadership là, le grand parti leadership qui vient pour avec question sécuritaire, grand parti leadership qui vient pour avec question de transformation de l'État, grand parti leadership qui vient pour avec question élection, et grand parti leadership qui vient pour avec la gestion de l'État, grand parti leadership qui vient pour avec la question de l'économie, grand parti de leadership, c'est pas l'État dans lié, il faut dans le secteur privé, il faut dans les communautés, il faut dans les communes. C'est tout partout dans le pays. Même mon cap qui était pays, il coûte le corps, oui. Il coûte un petit capital, oui. Mon cap privé ici, dans un petit bâtiment, il dépense facilement entre 5 000, 7 000, 8 000 dollars américains. Au moins qu'on ait que 5 000, 7 000, 8 000 dollars américains, ou un gens qu'on a investi dans le pays aujourd'hui pour monter propre travail par eux. Mais apparemment, même ça a des difficultés, parce que moun ka vini yo volé, moun ka vini yo kidnappé, donc cause insécurité a une relation à cause économie, c'est tout bail yo pour mettre main sur yo à la fois. En pile moun ka pati yo ta capable faire affaire pa yo te kon faire affaire pa yo, c'est courir parce que pour sauver la vie. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR se dit préoccupé au plus haut point par la situation des migrants haïtiens. En conférence de presse ce lundi et en prélude à la journée mondiale des réfugiés, le responsable de communication et de plaidoyer au niveau du GAR a fait état de plus de 13 000 Haïtiens refoulés dans le pays par la République dominicaine au cours du mois de mai écoulé. Sam Guillaume exhorte les autorités concernées à assumer leurs responsabilités par rapport à ces personnes en difficulté. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Autour de la migration forcée en Haïti, enjeux, solutions et perspectives, l'institution dénommée GAR a organisé une conférence débat en prélude à la Journée internationale des réfugiés ce 20 juin. L'occasion pour le responsable de communication Guillaume Sam de présenter la situation des migrants haïtiens en République dominicaine. 13 000 migrants haïtiens que la République dominicaine a rapatriés pour moi, et c'est vraiment catastrophique. On prend témoignage pour nous connaître dans quelles conditions que yo rapatrié yo violé droit dans tout niveau, yo entre la caillou dans nuit prend yo dans travail yo dans l'hôpital dans l'école yo prend yo et sans yo pas même ba yo possibilité pour yo ta même identifier yo ou bien présenter papier yo pour yo montrer soit irrégulier ou bien si yo en situation régulière. Donc c'est de monde qui ont frappé, c'est côté yo passé en pile jour sans manger, en pile nuit t'a dormi dans ciment, yo battu yo agressé mesdames sexuellement et même ça qu'on arrivé que des femmes qui témoignaient que yo victime viol. En pile fois il y a de leur pas jeune témoignage c'est parce que mon qu'on honte dit que yo violé mais il y a de l'autre monde qui a dit en pile monde qui subit viol même si on pas vraiment arrivé capable d'identifier monde qui subit viol. Des hommes et des femmes sont dépourvus de tous droits fondamentaux de la personne humaine une fois qu'ils se font attraper par les autorités dominicaines. Assistance vraiment que nous portons, c'est surtout pour les gens qui sont rapatriés sur frontière, de gens qui vivent en République dominicaine, qui malheureusement obligés de retourner de force en Haïti. Nous portons assistance à les gens, maintenant toujours dans le niveau que nous sommes capables, ça nous capable nous permettre de nous héberger. Pour moi, ça nous héberger plus que 700 personnes qui sont de la République dominicaine, qui viennent de mes deux pays, qui peuvent vraiment prendre contact avec la famille, qui peuvent entrer la caillou, nous héberger, nous manger, nous kit hygiénique, nous assistance psychosociale, ça qui a mérité pour aller à l'hôpital, ça qui subit viol, nous faire référencement pour eux. Nous avons moyen pour entrer en contact avec la famille et au moyen pour rentrer la caillou finalement. Fort de ce constat, le responsable de communication n'y va pas par quatre chemins pour montrer à quel point GAR se sent interpellé. Nous épuisés. Et à chaque fois, on prend connaissance de situation de façon dont ça va vivre des traitements qu'il a subi chaque jour, et bien on perd toute l'énergie qui est dans la carrière ou vraiment épuisé. Mais nous faisons tout ça, nous sommes capables, dans le niveau pas nous porter assistance bio, mais nous demander, nous frapper en pile porte pour que nous fassions en pile plaidoyer pour que les gens qui concernent, les gens qui ont une capacité pour intervenir, soient capables d'intervenir dans le niveau où ils ont intervenu, pour être capables de changer les conditions de la vie de gens. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables, l'autorité locale, c'est la première autorité qui est supposée
prendre et situation ça en main et puis poser des actions, mais malheureusement, ils ont été silencieux, ils sont là, mais ils sont pas là, parce qu'ils n'ont pas jamais fait rien. D'ailleurs, les gens savent qu'ils ont rapatrié chaque jour sous frontière, ils n'ont pas jamais venu en assistance avec eux. Des conférences sur la situation des migrants haïtiens ne manquent pas. Chacun estime que le pays doit protéger ses compatriotes, mais dans les faits, tout laisse présager que la solution n'est pas pour demain. Donc, c'est deux situations que le monde n'est pas supposé vivre. La République dominicaine signe un ensemble de conventions, un ensemble de protocoles d'accord qui dit mais comment elle supposé traiter migrants qui la caillent, mais malheureusement, c'est deux bagailles que ils ont violé sur toute la ligne et nous dit ça pas supposé continuer comme ça, supposé qu'on focus dans la communauté internationale sur la situation des migrants haïtiens en République dominicaine pour la République dominicaine apprendre à traiter les gens avec respect, avec dignité, selon tout protocole d'accord, selon tout protocole d'accord, toute convention que vous signez pour question de traitement migrants dans le pays. La situation des migrants haïtiens à travers le monde, notamment en République dominicaine, demeure un sujet de grande préoccupation pour le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Environ 13 000 Haïtiens en provenance de la République dominicaine uniquement pour le mois de mai ont été rapatriés et qui sait pour le mois de juin. Malgré ceux qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne les migrants haïtiens, jusqu'ici, les autorités étatiques haïtiennes n'ont pas encore fait de ce sujet une priorité. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La ministre des Affaires étrangères du Canada a annoncé, un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, que le Canada allait installer un bureau spécial à Saint-Domingue devant coordonner l'aide internationale en faveur d'Haïti. Apparemment, cette déclaration a surpris beaucoup de monde, à commencer par les autorités dominicaines qui, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'ils n'avaient pas été informés et qu'ils n'avaient pas accepté cette proposition canadienne. Pour en parler, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent à Saint-Domingue, Jean-Michel Carrois. Bonsoir Jean-Michel et bienvenue à Métro News. Merci Serge et bonsoir à tous les amis haïtiens. Bon, alors, finalement, où est-ce qu'on en est? Est-ce que depuis vendredi, il y a eu des avancées dans ce dossier? Est-ce que les choses ont commencé à se clarifier un peu? Écoute, non, ce que tu as résumé, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration précipitée, pour le moins, de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Madame Joly, qui a annoncé comme chose faite donc l'installation de ce que les Canadiens ont appelé une cellule, un bureau de coordination de l'aide internationale donc pour la police haïtienne. Et la ministre avait ajouté qu'elle avait même remercié son collègue, le cher Roberto Alvarez, pour avoir accepté cette proposition et donc installé ce bureau à Saint-Domingue. Le ministre Roberto Alvarez a réagi très vite par tweet en disant que d'une part, cette proposition n'avait pas été discutée, n'avait pas été envisagée par les autorités dominicaines et qu'évidemment, il n'y avait pas d'accord dominicain pour cette proposition. Il a d'ailleurs ajouté qu'il avait appris cette nouvelle par la presse canadienne. Le porte-parole du gouvernement dominicain, du président dominicain, Homero Figueroa, a enfoncé le clou peu après en disant que pour des raisons historiques, la République dominicaine ne pouvait pas s'engager dans une action qui aurait des conséquences en Haïti. Il a parlé de la souveraineté nationale dominicaine qui pourrait être mise en péril, selon lui, par l'ouverture d'un tel bureau. Et la presse s'est déchaînée, surtout les journalistes proches de l'extrême droite nationaliste, en disant que l'ensemble de la population dominicaine s'opposait à un tel projet. Donc on en est là. Il y a eu une série de réactions d'hommes politiques, à commencer par le candidat du Parti de la Libération dominicaine, le PLD,
Abel Martinez, le maire de Santiago, qui s'est opposé aussi vigoureusement à cette nouvelle. Et puis d'autres hommes politiques ont pris la parole, profitant également de l'occasion pour faire des gros titres dans la presse. Oui, d'ailleurs, ce matin, Métropole interrogeait l'ambassadeur du Canada en Haïti, qui lui semblait dire que apparemment le Canada est en train de rechercher d'autres pays de la région qui seraient susceptibles d'accueillir ce bureau. Bon, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que je vois mal un bureau chargé de coordonner l'aide internationale s'installer aujourd'hui à Port-au-Prince, vu l'état d'insécurité qui règne aujourd'hui en Haïti. Il ne pourrait rien faire depuis Haïti. Bon, alors, évidemment, c'est cette déclaration unilatérale qui probablement a chatouillé les Dominicains et qui leur ont fait se dire, mais pour qui les Canadiens prennent-ils la République dominicaine? J'imagine qu'il y a un peu de ça. Oui, il y a un peu de ça. Alors, il y a quelques commentateurs un peu différents. Il y a notamment un article qui est paru hier dans le journal sur Internet, la publication sur Internet Acento, un commentateur qui dit assez justement, mais après le tremblement de terre de 2010, les efforts internationaux ont été largement coordonnés depuis la République dominicaine. Et comme vous le savez, la République dominicaine ne cesse depuis des mois et des années d'appeler la communauté internationale à intervenir en Haïti, à être plus proactive pour aider les Haïtiens à résoudre leurs problèmes, notamment leurs problèmes sécuritaires. Et là, dit ce commentateur, la République dominicaine a une occasion d'être utile et c'est une levée de bouclier pour s'opposer à cette initiative canadienne. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette initiative n'a pas été bien traitée côté canadien, n'a pas été suffisamment négociée avec les Dominicains. Côté canadien, on a dit qu'il y a eu une réunion jeudi dernier qui a eu lieu à l'initiative de la ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, et qu'il y avait un représentant dominicain, donc les Dominicains devaient être au courant. Visiblement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, le ministre a clairement déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussion de gouvernement à gouvernement sur cette proposition, qui est effectivement une proposition qui embarrassait le gouvernement dominicain. Mais Jean-Michel Carrois, qu'est-ce qui, selon vous, vous qui connaissez bien les deux parties de l'île, qu'est-ce qui peut justifier une telle levée de bouclier? J'avoue que je ne comprends pas tellement. Je ne comprends pas. Vous avez un bureau. Est-ce qu'un bureau peut menacer la sécurité intérieure d'un pays? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Non, vous avez raison de poser cette question et un certain nombre de gens se la posent. Je suppose que les Canadiens, notamment, se la posent. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a une certaine angoisse diffuse en République dominicaine par rapport à ce qui se passe en Haïti. Évidemment, l'aggravation de la crise, surtout depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, le problème des flux migratoires, comme vous le savez, la crainte que des membres de gangs ne traversent la frontière et viennent exercer leurs activités en République dominicaine. Tout ça fait qu'il y a un climat, je dirais, un climat je qualifierais ça d'angoisse qui est exploité par les milieux nationalistes, l'extrême droite nationaliste et anti-haïtien, pour justement faire pression sur le gouvernement dominicain, sur le président Abinader, et s'opposer à des mesures qui, rationnellement, pourraient, comme vous le dites, sembler intéressantes, en tout cas à discuter, non pas à s'opposer comme ça de manière unilatérale et très virulente, d'une certaine façon.
Une dernière question, Jean-Michel Carrois. Est-ce que, d'après vous, ce dossier est définitivement clos et qu'il n'y aura pas de bureau canadien à Saint-Domingue chargé de coordonner les efforts internationaux d'Haïti? Oui, ça, je pense qu'on peut dire, à moins un rebondissement qui serait tout à fait étonnant. Il faut savoir que la République dominicaine aborde une période préélectorale. Les élections ont lieu l'an prochain, les élections générales, présidentielles, élections au Congrès, élections municipales, et que dans ce contexte de pré-campagne électorale, tout ce qui touche Haïti est évidemment, sont des sujets inflammables et qu'il y a une surenchère de l'opposition. Comme je le disais, le candidat du Parti de la Libération dominicaine s'est emparé de cette affaire et d'autres hommes politiques. Donc, je ne pense pas que la République dominicaine va revenir sur son refus. Et je pense que du côté canadien, vu le pataquès, pour utiliser un mot à peu près, je ne pense pas qu'on puisse parler de crise diplomatique. Les intérêts réciproques sont importants. Il y a de très importants investissements canadiens en République dominicaine, notamment dans les mines. Les touristes canadiens sont probablement un des plus gros contingents sur les dernières années. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de crise entre les deux pays, mais il y a eu effectivement cet échange qui va laisser des traces. Et je crois que du côté canadien, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, l'ambassadeur l'a dit et ça a été dit à Ottawa, le Canada va chercher une autre base, un autre pays voisin. Il y a d'autres pays voisins, la Jamaïque, comme vous le savez, par exemple, qui a pris une initiative en matière de dialogue politique. Donc, il y a d'autres possibilités. Je ne pense pas que la République dominicaine va revenir comme un choix possible pour abriter cette cellule de coordination de l'aide pour la police nationale. Eh bien, Jean-Michel Carrois, merci infiniment. Merci de vous être rendu disponible, comme d'habitude. Merci de la clarté de vos réponses, toujours très pertinentes. Et puis, on va quand même suivre cette affaire. Et je suis d'accord avec vous. Côté dominicain, c'est sans doute un dossier qui a été clos définitivement. Peut-être la Jamaïque, en effet, car non seulement la Jamaïque a accueilli ce forum les 11, 12 et 13 mai, mais en plus, ça a été le second pays à offrir d'envoyer des troupes en Haïti pour venir soutenir un peu la police nationale dans son travail de lutte contre l'insécurité. Mais encore une fois, merci Jean-Michel Carrois. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà, c'était notre correspondant en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, qui analysait un peu cette mini-crise, disons ce coup de froid entre le Canada et la République dominicaine concernant ce fameux bureau spécial que le Canada voulait ouvrir à Saint-Domingue et qui devait coordonner l'aide internationale en faveur d'Haïti et surtout en faveur de la police nationale d'Haïti. Pour conclure, un bref rappel des titres. La Banque de la République d'Haïti annonce sur son compte Twitter qu'elle fait face à des difficultés techniques l'empêchant de fournir temporairement les services liés au SPI et au PRONAP. Cependant, les services de paiement des chèques se poursuivent comme à l'accoutumée, informe la Banque centrale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition à engager un processus de dialogue sérieux afin de sortir le pays de la crise. Plus de 13 000 Haïtiens ont été refoulés dans le pays par la République dominicaine au cours du seul mois de mai écoulé. Ces chiffres ont été communiqués par le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.